Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur ce deuxième audio autour du sujet de l'évolution sociétale de la famille en France. Alors, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et nous étudions sur ce podcast l'énergie du mois de juillet, en lien avec le côté sacré de l'amour, du couple, la famille et la sexualité sacrée. Donc, il y a eu déjà tout un tas d'audios faits les semaines précédentes pour tout cela. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là, je vous présente un audio bonus autour de la transition actuelle de notre société. Alors, il y a déjà eu un premier audio bonus sur ce sujet-là et sur la souffrance dans laquelle cela pouvait mettre beaucoup de monde. Et je vous avais parlé peut-être du point de vigilance que nous pouvions avoir quand nous rentrons en lien avec cette souffrance, en lien avec cette transition actuelle de la société. Pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu, parce qu'on est sur des sujets vraiment brûlants. Alors, si vous n'avez pas écouté ce premier audio, eh bien, je vous invite d'abord à l'écouter, parce que ce deuxième audio va faire la suite de ce premier. Et dans ce deuxième audio, mon objectif, c'est juste de vous présenter l'évolution de la société avec le regard du sociologue. On va parler de l'évolution de la famille en France depuis, on va dire, le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement pour que l'on puisse amener de la réflexion sur ces sujets brûlants, souvent peut-être en nous-mêmes, et peut-être comprendre d'où on vient et pourquoi on vit cela aujourd'hui. Alors je parle de quoi? Je parle de notre situation familiale, de couple, sexuelle, parentale, collective, etc., autour de ces sujets-là. Alors, d'abord, vous dire que nous sommes issus d'un modèle familial qui s'est écroulé, et qu'on appelait le modèle de la famille nucléaire. Et en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est juste la suite de l'écroulement de la famille nucléaire. Alors, c'était quoi cette famille nucléaire? C'était une famille composée d'un papa et d'une maman. Ils étaient mariés avec des enfants, souvent 2, 3, pas plus. Et c'était une famille qui avait sa propre maison, dont ils étaient propriétaires dans une banlieue familiale. Et ce modèle-là, c'était vraiment le modèle qui s'est imposé comme une forme de famille idéale, comme un but à atteindre. C'était la famille qui était la preuve de la réussite sociale. Pourtant, ce n'était qu'un modèle parmi tant d'autres modèles familiales. Mais c'est celui-là qui s'est imposé avant les années 1960. Et puis on va voir que l'évolution de ce modèle familial a beaucoup été transformée par l'action des femmes. Et finalement, c'est bien parce que les femmes sont passées à l'action que tout cela s'est mis en mouvement. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de revenir à comment c'était d'être en famille dans notre pays. Dans notre pays, mais on remarquera que c'était à peu près pareil en Europe et aussi aux États-Unis. Donc, comment c'était d'être en famille depuis le 19e siècle? Donc, quand on remonte aux années à peu près 1800, là, les sociologues nous disent qu'il y avait à peu près 90% des cellules familiales qui correspondaient à ce qu'on appelle la famille clanique. Clanique, ça vient du mot clan. C'était des familles qui fonctionnaient comme des clans, comme des entreprises familiales en fait. On pourrait dire que c'était des familles qui s'organisaient comme autour d'un business. 3/4 étaient fermiers et le reste, ils étaient à la tête de petits commerces. C'était des familles qui s'organisaient depuis des générations et déjà des générations ensemble et il y avait comme un lignage, une transmission familiale des commerces. Donc, on reprenait souvent l'entreprise familiale. Et donc, revenait aux enfants la charge de relever la lignée familiale des ancêtres. Dans ce modèle familial, la notion du mariage était plutôt aussi une notion de business. Il était là pour étendre les richesses et les capacités et les possibilités de la famille. Et donc, le mariage était plutôt une notion quasi commerciale plutôt qu'une notion d'amour. Dans ces familles, on retrouve beaucoup d'enfants, 7 à 8 enfants en moyenne.
Mais on retrouve aussi la coexistence des autres membres de la famille, des oncles et tantes, des cousins, cousines et de tous les proches par alliance. Donc cette famille-là, c'est un énorme clan. La notion de la propriété est importante. De la terre, tout le monde travaille ensemble pour la prospérité de la terre. Et donc aussi, on comprend que les mariages se font aussi dans ce sens-là. On va observer dans ce type de famille qu'elle va évoluer jusqu'au XXe siècle avec deux forces majeures. Donc la première force, c'est celle de la résilience et la deuxième force, c'est celle de la socialisation. Donc je vais vous expliquer. Donc je vais commencer par la résilience. Donc on voit que cette famille est une famille qui est composée de multiples individus, ce qui signifie que le labeur et la responsabilité sont répartis beaucoup plus largement. Il y a plus de personnes pour partager le poids du quotidien, mais aussi également il y a plus de stabilité en cas de coup dur. Par exemple, il y a des personnes disponibles s'il y a un décès, un parent qui décède ou qui est malade, il y a tout de suite des personnes disponibles qui prennent le relais. Ce qui est vraiment très différent avec la famille nucléaire, où finalement cette famille nucléaire est assez isolée et il y a très peu de monde qui, en cas de problème, peuvent prendre le relais. Et souvent, c'est toute la cellule qui s'effondre avec la charge qui vient sur une seule personne, qui est souvent un des deux parents. Dans cette famille clanique, avant la famille nucléaire, donc, vous êtes constamment entouré de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos cousins, cousines, et donc vous grandissez dans ce clan. Et donc, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous donner un coup de main si vous en avez besoin. Et puis, vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vous pouvez parler avec les autres, de votre vie, de vos problèmes, de vos questionnements. Il y a donc toute une dynamique importante, finalement, au niveau de la psychologie. Dans ce contexte-là, j'aimerais vous reparler de ce mariage un peu arrangé. Donc, on avait dit que quand on se mariait, c'était pour agrandir les biens familiaux. Mais il faut savoir que c'était pas si mal vécu parce que cela faisait partie du contexte sociétal et que toutes vos cousines allaient vivre la même chose. Donc on voit quand même que finalement le contexte sociétal influe énormément notre vie privée et que les conditions du mariage dans un pays influencent la notion de bien-être ou pas. Et à ce moment-là, on voit qu'il y avait vraiment une notion de règles, de lois, de conventions dans le clan qui régissait en fait votre vie. Mais c'était comme ça. C'était comme ça dans le flux et on le vivait comme ça. Alors, la deuxième force de cette famille, c'était donc cette force de socialisation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les enfants vont être éduqués finalement par de multiples parents, par de multiples adultes qui sont autour d'eux. Et donc, le parent n'est pas seul à l'éducation de l'enfant. Et la socialisation des plus jeunes est répartie par différents adultes qui entrent et qui sortent à fur et à mesure de l'éducation de l'enfant. Donc l'enfant va être dans ce bain d'adultes et donc il va vivre beaucoup de transmission culturelle, de morale, de transmission de valeurs. Et donc la notion de transmission familiale est très forte et pas directement reliée aux parents, mais l'enfant est relié à la famille, à la transmission familiale. On va voir qu'à cette période-là, dans nos sociétés occidentales, cette valeur sociale de la famille a été très grandement accentuée par la classe bourgeoise qui considérait la famille comme un temple de moralité et de valeurs qu'il était important de transmettre à ses enfants. Donc en fait, la famille va devenir ce temple, cette espèce de petit paradis où on peut assurer les valeurs morales et assurer la socialisation autour d'une certaine mode, en fait, un certain concept de l'époque, qu'il soit spirituel, religieux, sociétal, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut voir que la notion de la famille clanique, c'est de là dont on est issu et qu'on en est encore très imprégné. On est très imprégné en nous, l'idée en nous, qu'on pourrait trahir les lois familiales. Finalement, la famille est encore imprégnée en nous comme étant un clan auquel nous sommes soumis
et que si nous sommes exclus du clan, nous pourrions quelque part mourir tout seuls. On appelle ça la transmission de l'inconscient familial. Et c'est important de comprendre pourquoi dans nos vies, nos familles ont un tel impact. Parce qu'en fait, depuis des générations et des générations, nos ancêtres vivaient dans des familles claniques où, finalement, dans l'inconscient familial, la notion de la famille, du clan était très importante, voire vitale. Bon, donc on a vu les points forts et il y avait aussi, bien sûr, des faiblesses. Alors, il y avait évidemment le problème de la vie privée. On était constamment les uns sur les autres. Et petit à petit, il y a eu cette notion que les individus ont voulu avoir leur propre espace. Bon, puis après, c'était un clan, donc il y avait tous les problèmes liés au clan, les problèmes relationnels, de groupe, les uns qui se liguent contre les autres, les secrets de famille, etc. etc. Donc parfois, c'était pas si simple que ça de vivre dans ce genre de famille. Il y avait beaucoup aussi de conflits. Et puis, il y avait donc cet interdit de sortir du groupe familial. C'est-à-dire que la famille nous donnait une place dans la société et on ne pouvait pas en sortir. Il y avait comme une forme de stabilité et personne ne s'attendait à ce que vous quittiez la famille. Et certainement pas les femmes qui avaient une place importante dans ce clan familial. Une place non seulement importante, mais imposée au sein de ces cellules familiales par le mariage très souvent organisé. Donc c'était quasi impossible quand on était dans la famille clanique de pouvoir partir de cette famille, d'aller vivre avec quelqu'un d'autre par exemple, ou d'aller chercher un autre type d'emploi que celui que la famille allait nous donner, et de partir du lieu où on habitait, de la ville, du village, et de migrer. En fait, c'était quasi impossible. Et donc, c'était quasi impossible de partir et d'aller fonder sa famille ailleurs. Ensuite, on va voir qu'il va y avoir une évolution, et cette évolution, elle va arriver au début du XXe siècle, avec l'arrivée de l'industrialisation. Et donc, la famille clanique, elle va se perdre au profit de cette fameuse famille nucléaire. Donc, dans cette première famille clanique, on se rappelle, les enfants étaient donc élevés au sein de la famille pour prendre la relève de la famille. Mais avec l'ouverture des usines et l'appel de la main-d'œuvre, les jeunes, ils vont se déplacer pour aller travailler aux usines. Et en fait, c'était vachement intéressant parce qu'a priori, ils gagnaient 400 fois plus que ce que gagnaient leurs parents. Donc, ils avaient un très très bon salaire. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis vers les villes. Et donc, cet appel des villes, quitter les campagnes, d'aller dans les villes. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont quitter les campagnes, aller dans les villes et ils vont se marier et créer donc cette fameuse famille nucléaire. C'est-à-dire que l'homme, il travaille, donc avec un assez bon salaire, pour entièrement supporter sa famille. Et sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, restent à la maison. C'est-à-dire sa femme reste à la maison et elle peut donc s'occuper des enfants. Donc là, on voit qu'il y a une vraie rupture avec la famille clanique. Là, on voit qu'il y a donc des migrations, les enfants partent, ils vont vers les villes. Donc, ils commencent à déménager, à migrer et ils iront constituer, ils vont rompre avec ce modèle familial clanique, ils vont commencer à constituer le modèle nucléaire. Et donc, ce modèle nucléaire a vraiment très bien évolué après-guerre avec les 30 Glorieuses. Alors, pourquoi, au moment des 30 Glorieuses, la famille clanique a pris un gros essor? Eh bien, parce qu'il y a eu une combinaison de conditions socio-économiques assez extraordinaires dans une période où, en fait, il y avait de très, très, très bons salaires. Et donc, il y avait un appel d'offres vers les usines important, avec une possibilité pour que ce modèle-là prenne dans la société. Bon, il faut savoir que ça n'a pas pris chez tout le monde, parce qu'il fallait effectivement que l'homme ait un assez bon salaire pour supporter que sa femme et ses enfants restent à la maison. Et donc, dans les familles plus pauvres, ça n'a pas été possible. Et là, dans ces familles-là, le modèle clanique va perdurer. Ou alors, ce sont des modèles où les femmes vont aussi aller travailler, comme leur conjoint. Ou alors, on retrouve encore l'idée des familles qui créent des petits commerces ensemble. Donc, dans cette période-là, l'idée de la famille nucléaire, c'est l'idée de la réussite sociale.
Et donc en même temps, il y a eu une grosse pression populaire au mariage, comme aussi preuve de réussite sociale finalement. Pour que vous soyez quelqu'un qui réussit socialement, il fallait que vous ayez quitté vos parents, que vous ayez un emploi et un assez bon salaire pour devenir propriétaire d'une maison, vous marier et avoir votre femme. Votre femme, elle reste à la maison, vous avez 2, 3 enfants et vous allez travailler si vous étiez un homme. Et ça voulait dire que vous aviez une bonne réussite sociale. On observe pendant ces périodes-là, l'avant-guerre et l'après-guerre, c'est aussi une période où les populations vont assez bien à l'église. Et donc, il y a une forme de cohésion sociale autour d'un certain modèle. Et donc, dans cette période-là, la société va juger assez durement les enfants hors mariage et les parents célibataires. Donc, c'est vraiment là ce modèle nucléaire que l'on idéalise et que l'on porte, que l'on montre comme exemple. C'est un petit peu le modèle unique. Et il faut savoir que dans cette période, il va être très difficile pour la femme mariée d'avoir un emploi, parce que lorsque la femme travaille dans une entreprise, dès qu'elle se marie, on s'attend à ce qu'elle démissionne pour aller s'occuper de ses enfants. Une femme, elle ne peut travailler que si elle est célibataire à cette époque. Donc, pendant cette période-là, les seules femmes qui travaillaient, c'était celles qui étaient donc célibataires jusqu'à leur mariage, ou alors les femmes issues des communautés pauvres. Ils n'avaient pas la possibilité de rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants. Donc voilà, petit à petit, il y a une vraie rupture avec la famille clanique. Et donc la famille nucléaire va prendre de l'essor, mais en même temps, elle va être fragilisée parce que les parents et les enfants vont s'éloigner des grands-parents et de tout le reste de la famille. Et donc, ils vont être seuls pour s'occuper de leurs enfants. Et ils vont rechercher du soutien. Donc, il va y avoir comme une cohésion au sein de petites communautés, entre autres avec le voisinage. Le voisinage devient important. On se rend visite de maison en maison. On dit que les porches sont ouvertes et on fait des barbecues. Voilà, l'église est aussi importante. On se retrouve à l'église, mais aussi à cette époque-là, il commence à y avoir les groupes syndicaux qui vont arriver, et aussi la notion de bénévolat, d'association. Et on voit que la société va se retrouver petit à petit par petits groupes pour se souder les uns les autres et finalement essayer de retrouver une forme de modèle en forme de clan pour s'entraider. Alors, ce modèle, il va très bien évoluer jusqu'aux années 60. Et on va voir qu'aux années 60, il va y avoir une grosse rupture. Alors là, je vais revenir sur la notion du mariage. Alors, jusqu'aux années 60, dans cette famille nucléaire, on se mariait toujours pour atteindre un certain statut social. Il fallait trouver un ou une partenaire pour avoir des enfants, pouvoir éduquer les enfants ensemble, acheter une maison et avoir une certaine stabilité. Et ce n'est qu'après les années 60 qu'on va commencer à vouloir se marier pour soi. Et c'est là qu'on va commencer à parler de la notion d'amour dans le mariage. Le mariage, à ce moment-là, va devenir ce moyen pour l'individu de trouver l'amour, de trouver son bonheur, de trouver sa réussite dans sa sphère amoureuse. Avant les années 1960, se marier par amour, c'était quelque chose de pas très répandu. On observait que l'amour, c'était quelque chose que l'on obtenait petit à petit au fur et à mesure de son lien avec son mari, sa femme, au sein de la famille. Mais à la base, on ne se mariait pas forcément parce qu'on était tombé amoureux l'un de l'autre. Donc vous voyez, c'est finalement assez récent, cette notion de rechercher l'amour dans le couple, dès le démarrage de la relation. Donc petit à petit, on va voir émerger tout doucement l'importance de l'individu au sein du couple et de la famille, de l'idée de la vie privée, de l'idée du choix individuel. Et finalement, le mariage va devenir le moyen pour l'individu de trouver le bonheur, de trouver l'amour et de trouver l'accomplissement de soi. Donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une forme de pression dans le mariage, de pression à l'amour, au bonheur. Une injonction. On se marie pour le bonheur. Bon, donc là on a regardé le mariage. Maintenant, si on regarde l'histoire des enfants. Alors, si on reprend la famille clanique,
on a vu que les enfants qui réussissent dans la famille clanique, ce sont les enfants qui restent sur place et qui reprenaient, quand les parents étaient âgés, les rênes de l'entreprise familiale. Et puis ensuite, avec la famille nucléaire, en fait, une bonne éducation de l'enfant, c'est quand l'enfant s'en va et devient suffisamment adulte pour être indépendant, quitter le nid familial et donc prendre son envol et créer donc sa propre famille ailleurs. Donc on peut observer que dans la famille clanique, c'était une réussite familiale qu'on attendait, et que dans la famille nucléaire, c'était une réussite individuelle, avec sa petite famille à soi. Avec beaucoup plus dans la famille nucléaire, petit à petit, des notions de réussite personnelle, alors que dans la famille clanique, le bonheur, il était familial. C'est ce qui va finalement amener ce glissement petit à petit vers notre style de société individuelle. Donc je reparlerai de la société individuelle dans le prochain audio. Et donc c'est sur cette base individualisation, que le mariage est supposé amener l'amour. Donc, s'il n'y a plus d'amour, pourquoi rester marié? Puisqu'on s'est marié pour l'amour. Et donc on reste marié que s'il y a de l'amour ou du bénéfice. Bon, c'est une caricature, mais c'est un peu ça quand même. S'il n'y a plus d'amour, on a maintenant la possibilité de divorcer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taux de divorce très importants. On estime à peu près aujourd'hui, je crois qu'il y a 50% des personnes qui se marient qui divorcent. Et donc petit à petit, on va se marier non plus dans une notion de vivre longtemps ensemble, jusqu'à que la mort nous sépare, mais aujourd'hui, on se marie plutôt dans une notion de trouver l'amour, le bonheur, et si ça ne marche pas, on divorce. Et là, finalement, c'est ce qui va mettre en échec la famille nucléaire. Parce qu'il va y avoir des divorces. Donc, la notion de bonheur et de mariage va mettre en échec la famille nucléaire, mais pas que ça, il y a aussi le contexte économique et sociétal qui avait été favorable au départ et qui va le devenir un peu moins. Parce que dans son isolement, la famille nucléaire était fragile. Vous vous souvenez, je vous ai dit que dans la famille clanique, il y avait un système d'entraide. Dès qu'il y avait des coups durs, il y avait toute la famille qui était là pour prendre le relais. Eh bien, dans la famille nucléaire, petit à petit, il va y avoir donc des coups durs. Et donc, il va y avoir qu'une seule personne qui va devoir tout encaisser. Il va y avoir de plus en plus de pression au sein du couple, de plus en plus de charges familiales que l'on ne peut plus partager avec les proches. Et donc la famille nucléaire va être, le bonheur de la famille nucléaire va être mis sous pression. Et on va voir à ce moment-là dans la société, une société à double vitesse. Parce qu'il y a les familles bourgeoises qui, eux, ont de l'argent et qui vont pouvoir se décharger des charges de la famille en prenant des employés. Alors que la famille nucléaire basique, elle va devoir tout assumer toute seule, petit à petit. Et c'est comme ça que la femme qui était restée au foyer dans la famille nucléaire va commencer petit à petit à devoir travailler pour pouvoir assumer les charges financières que suppose cette famille nucléaire. Et petit à petit, la famille nucléaire va de plus en plus avoir de pression, de charges, jusqu'au jour où elle va s'effondrer. C'est-à-dire que dans la société, la famille nucléaire ne sera plus présentée comme la famille idéale, mais plusieurs modèles familiaux vont être proposés. Alors que dans les familles bourgeoises, la famille nucléaire a tendance à perdurer plus longtemps, parce que donc soit ils prennent des employés pour se décharger de leurs charges, donc ils ont aussi de l'argent, ils vont se payer des vacances pour souffler, ils vont se payer des thérapeutes pour aérer leur psychologie, etc. etc. Et l'argent, finalement, va amener comme une forme de respiration dans la famille en termes de charges sociales, émotionnelles, relationnelles, etc. Et donc, à ce moment-là, l'argent va être présenté comme étant quelque chose qui va soulager la famille, et il va y avoir une injonction d'argent pour être plus heureux. Et donc, les femmes, dans les familles plus basiques, les femmes vont se mettre à travailler pour augmenter le potentiel d'argent dans la famille.
Donc, dans cette famille nucléaire, petit à petit, la pression s'est mise dans le couple. D'abord, il y avait une pression d'entente, il fallait s'entendre ensemble, la pression de bonheur et d'amour entre nous. Et tout d'un coup, une seule personne a reçu la pression de l'autre, c'est-à-dire l'injonction au bonheur. Je me marie avec toi et tu vas me rendre heureux. Et le couple que je vais faire avec toi va me rendre heureux. Et ça, c'est impossible. C'est impossible à tenir, donc c'est impossible au démarrage, puisqu'on se rencontre, on est amoureux, et ça ne va pas durer longtemps. Et il va y avoir donc ce schéma d'amour dans le couple va s'effondrer, et on va s'apercevoir que c'est impossible à tenir dans le temps, et donc petit à petit, ça a généré une explosion de cette cellule familiale. Et puis, il y a eu donc ces fameuses conditions socio-économiques. Je vous avais dit que cette famille nucléaire avait pu émerger grâce à des conditions socio-économiques extraordinaires. Et bien, petit à petit, ces conditions socio-économiques se sont écroulées et il y a eu moins de salaire. Et les hommes, ils ont plus pu tenir, d'assumer la charge de leurs femmes et de leurs enfants. Et donc, les femmes ont commencé à travailler. Donc là, on arrive aux alentours des années 1960. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces alentours-là? Donc, les femmes ont commencé à travailler, à divorcer. Et on a vu l'émergence du démarrage des familles monoparentales. Donc, le rôle des femmes au sein des familles a changé. La femme, elle va prendre de plus en plus d'autonomie au sein de son foyer. Elle va commencer à revendiquer son égalité face aux hommes. Et c'est là, entre autres, que l'autorité paternelle va être mise en cause. Donc, à ce moment-là, on va voir commencer à arriver la fin du patriarcat. La notion du chef de famille va commencer à être remise en cause. Vous savez, les hommes, à cette époque, ils étaient le chef de famille. Le chef de famille avait beaucoup de pouvoir au niveau légal. Donc, il va y avoir les divorces, mais il va y avoir aussi des remariages. Et donc, des divorces et des remariages vont devenir même plus courants que les mariages traditionnels. Et donc, on va voir petit à petit émerger 3 types de modèles familiaux. Donc, cette famille maintenant dite traditionnelle, la famille monoparentale et la famille recomposée. Donc, la famille nucléaire, on va la transformer en famille traditionnelle, la famille monoparentale et la famille recomposée. Et dans ces familles-là, petit à petit, la femme va posséder les mêmes titres que l'homme en termes d'autorité sur ses enfants. Et on va voir aussi émerger en même temps que l'évolution des mœurs, l'évolution dans la société de certaines grandes lois, comme le Pax en 1999, qui va finalement proposer une simplification du mariage, puisque, j'ai envie de dire, on peut divorcer du Pax en envoyant juste une lettre recommandée. Donc finalement, se marier et défaire son mariage devient de plus en plus simple et de plus en plus courant, avec éventuellement on ne se marie plus, on se paxe ou le concubinage apparaît à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, on dit en France qu'il y a une famille sur 5 qui est une famille monoparentale. Donc ça en dit quand même long sur l'évolution du couple. Ça représente à peu près 20% des ménages, avec au moins un enfant de moins de 25 ans sur une famille sur 5. Donc, une famille sur 5 a un enfant d'au moins de 25 ans dans les familles monoparentales. On observe qu'en un peu moins de 40 ans, le nombre de familles monoparentales a plus que doublé. Et on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 24 000 enfants qui sont élevés par un seul parent. Et ils sont de plus en plus nombreux. Donc cette famille monoparentale, eh bien, elle vient du divorce, de la séparation des enfants. Et on estime qu'il y a à peu près 3/4 des familles monoparentales qui sont donc issues d'une séparation et donc 1/4 qui sont issues d'un enfant qui est né juste d'une mère célibataire.
Donc quand même, c'est pas rien, les familles monoparentales qui sont ici 3/4 de divorce. Voilà, et on sait hein, que les familles monoparentales, elles sont essentiellement composées des mamans. On observe que le nombre des pères qui élèvent des enfants seuls, finalement, reste assez limité. Donc on peut voir que la majorité des familles monoparentales ont comme chef de famille, j'ai envie de dire, une maman. Donc on observe que la monoparentalité survient dès la naissance et ce sont souvent les mères qui s'occupent des enfants plutôt que les pères. Voilà, je trouve que ce modèle de famille monoparentale, finalement, est assez essentiel dans notre société. Je trouve que c'est assez conséquent et il est essentiellement composé des mamans. Donc, la famille monoparentale et il y a aussi donc maintenant la famille recomposée. Donc là, on rentre dans un sujet assez complexe dans notre société. La famille recomposée, c'est souvent une famille composée d'une famille, souvent monoparentale, divorcée et remariée, avec soit une personne célibataire, soit une autre famille monoparentale. Donc, dans les familles recomposées, on a souvent 2 familles monoparentales. Et donc, ces familles vont se composer d'un des parents, 2 beaux-parents, 2 frères, 2 sœurs, 2 demi-frères, 2 demi-sœurs. Et là, on va rentrer dans toute une complexité d'un tissu social, dans toutes ces recompositions. La famille recomposée, c'est vraiment un modèle familial qui est de plus en plus en expansion dans notre société. Pourquoi? Parce que les Français divorcent de plus en plus tôt. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a quand même pas mal de divorces à moins d'une année du mariage. Et donc, on observe des remises en couple de familles décomposées, j'ai envie de dire, en familles recomposées de plus en plus. En parallèle de la famille recomposée, je vais aussi vous présenter la famille homoparentale qui évolue dans notre société. Donc là, la société a évolué aussi par rapport à l'homosexualité et à la notion du mariage de 2 personnes du même sexe. Donc, entre parenthèses, à noter qu'au démarrage, cette demande de mariage n'est pas venue des homosexuels eux-mêmes, qui avaient peur au début d'être fichés. Ils avaient peur que si on les mariait et qu'ils soient fichés dans les mairies comme homosexuels, d'avoir des problèmes en cas de revirement politique, de gouvernement homophobe. Et donc, ils n'étaient pas vraiment chauds au démarrage pour se marier. Donc, ces revendications ne sont pas vraiment venues d'eux. Eux, ils voulaient l'égalité des droits, tout simplement, des droits sociaux, de pouvoir être en couple, dans des couples de concubinage. Mais le désir du mariage, c'est un mouvement qui est venu des États-Unis, où aux États-Unis, le mariage est important. Et c'est à la fin des années 1990-2000, donc en France, qu'est apparue la notion du couple homosexuel et ensuite du mariage homosexuel. Et à partir du moment où il y a eu des mariages pour les couples homosexuels, de là, a découlé naturellement la notion de famille parentale, de famille homoparentale. Donc, à partir du moment où les couples homosexuels ont pu se marier, la notion de la parentalité pour eux est apparue. Et donc, des familles homoparentales. C'est-à-dire des parents de même sexe qui ont des enfants. Alors, ces enfants sont soit issus d'un des deux, parce que ça peut être aussi une famille recomposée, c'est-à-dire qu'ils peuvent être bisexuels, qu'avant ils étaient dans un couple hétérosexuel, ils ont eu des enfants, et ensuite il y a eu une séparation, et ils se sont remis en couple dans un couple homosexuel. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on va rentrer dans une autre forme de complexité dans la famille homoparentale. C'est la complexité de ce qu'on appelle la parentalité. La parentalité et la filiation, la notion de filiation. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé au niveau sociétal pour qu'on en arrive à la notion de famille homoparentale. Donc déjà, ça a commencé par les couples hétérosexuels, c'est-à-dire les couples qui ne sont pas de même sexe et qui sont ensemble. Avec l'évolution de la gestion des naissances,
Donc tout ça, c'est en même temps, les mêmes périodes, une évolution de partout qui avance dans un mouvement général. Et donc, il y a l'évolution de la gestion des naissances, qui est à la fois liée à une évolution de la science et à une évolution des lois et des demandes des femmes d'avoir plus de droits par rapport à leur corps. Donc, la contraception s'est généralisée au milieu du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle. Et ce qui a changé, c'est la notion d'avoir des enfants. Avant, les couples, ils avaient des enfants parce qu'ils étaient mariés. Mais à un moment, donc, il y a eu le désir d'enfant qui est apparu. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de combien d'enfants on voulait avant même de se mettre en couple. Et on s'est posé du coup la question de la gestion des naissances. Donc, vous savez, dans ce couple où il y avait l'injonction du bonheur, il fallait se marier par amour et le couple était là pour soutenir l'amour et on a commencé à y mettre la condition du désir d'enfant. L'enfant est devenu un objet désiré, programmé et donc il n'était plus quelque chose de naturel qui venait dans la suite du mariage, venu du destin, de Dieu, on pourrait dire ça comme ça, mais il est devenu le désir des parents dans quelque part un acte contrôlé. Et ça a été une grande évolution aussi qui caractérise les familles nucléaires et ensuite l'évolution dans les familles qu'on a aujourd'hui. Donc, aux alentours des années 1955, la pilule est arrivée des États-Unis, puis le stérilet, puis le préservatif masculin et féminin, et puis il y a eu l'arrivée de la pilule du lendemain, et enfin de l'IVG. Donc l'IVG est arrivé en France dans les années 1975 et c'est à partir de là que l'évolution de la gestion des naissances a pris vraiment forme au sein de la société. Donc à partir des années 1975, les couples, donc je parle là des couples hétérosexuels, ils vont poser la notion du désir d'enfant et de contrôler les naissances. Et à partir du moment où les couples homosexuels vont se marier, automatiquement, eux aussi vont se poser la même question. C'est-à-dire que quand un couple hétérosexuel n'arrive pas à avoir d'enfants, eh bien, ils peuvent avoir recours à la fécondation in vitro ou à l'adoption. Donc, il y a eu à la fois l'évolution des lois et l'évolution scientifique qui a permis pour la famille d'avoir un meilleur contrôle des naissances, que ce soit pour ne pas avoir d'enfants ou que ce soit pour essayer d'en avoir un si finalement on ne peut pas en avoir. Donc les couples hétérosexuels qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ont commencé à faire des fécondations in vitro ou des inséminations artificielles. Et là, naturellement, les couples homosexuels se sont posé la même question. Et pourquoi pas nous? Pourquoi si les hétérosexuels peuvent avoir recours à des techniques en dehors du sexe, j'ai envie de dire, pour avoir des enfants, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit, comme les femmes hétérosexuelles, à avoir des enfants? Donc c'est les femmes homosexuelles qui se sont posées ces questions-là. Donc, pour les homosexuelles femmes, se sont posé la question de l'insémination artificielle ou de la procréation médicalement assistée. Et pour les couples homosexuels hommes, la question de l'adoption est arrivée, et même de la mère porteuse, à un moment. Alors, comment ça a été possible qu'on en arrive jusqu'à la notion de la mère porteuse en France? En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très complexe, en fait, tout ça. Il faut savoir que il y avait la France et puis il y a les autres pays autour. Et dans les autres pays autour, les lois n'ont pas évolué de la même façon qu'en France. Et comme on était dans le système européen avec la porosité des frontières, eh bien, il y a eu de plus en plus des couples homosexuels qui ont vu que les lois des pays voisins étaient plus simples pour eux pour avoir des enfants comme ils le souhaitaient. Donc, des fécondations in vitro ou avoir recours aux mères porteuses.
En même temps, il y avait Internet qui s'est développé avec l'information qui s'est beaucoup diffusée, et donc ils ont pu rapidement trouver des cliniques qui pouvaient les accueillir. Et donc, il y a eu comme ça une labilité entre les frontières où les familles sont allées dans les pays à côté pour avoir recours à ces techniques pour avoir des enfants et sont revenus en France avec leurs enfants. Et donc, tout ça, ça a contribué largement à l'évolution du modèle familial en France. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la famille homoparentale qui a évolué assez rapidement finalement après le mariage pour tous. Donc aujourd'hui on estime à peu près entre 30 000 et 50 000 enfants qui sont élevés dans une famille homoparentale. Donc finalement, dans ces deux modèles sociétaux aujourd'hui familiaux, donc le modèle de la famille recomposée ou le modèle de l'homoparentalité, on voit qu'il existe un même modèle de base, c'est-à-dire la coexistence à la fois de parents biologiques et des parents sociaux. C'est-à-dire ce qu'on appelle les beaux-parents, c'est-à-dire ce ne sont pas des parents qui ont conçu l'enfant, mais qui tiennent le rôle de parents. Et tout cela a vraiment complexifié les relations. Et finalement, le modèle familial aujourd'hui est devenu un modèle très complexe qui soulève beaucoup de nombreuses questions. Notamment du regard que porte la société sur la transparence sur les origines biologiques de l'enfant, est-ce qu'on dit tout à l'enfant, sur la coexistence des parents biologiques et des parents sociaux, et aussi surtout la place qu'on laisse à ces derniers, aux parents sociaux, au niveau légal. Quelle place laisse la loi aux beaux-parents? Et ça va surtout se poser cette question au moment des séparations. Par exemple, dans les familles recomposées, les beaux-parents et les beaux-enfants, on va dire, créent vraiment des liens d'attachement, parce que le beau-parent s'occupe de l'éducation aussi de l'enfant, qui n'est pas le sien. Et quand il y a séparation, ben, il va y avoir déchirement des liens affectifs, et pour les beaux-parents et pour les beaux-enfants, et c'est poser la question, quels sont les droits de visite des beaux-parents pour les enfants? Parce qu'il faut savoir que l'enfant qui est issu de séparation de famille recomposée, il va voir son père d'un côté, sa mère de l'autre, et s'est posé la question de son beau-père et de sa belle-mère. Et éventuellement, il y en avait, suivant, si les parents se sont décomposés, recomposés plusieurs fois, il y a plusieurs beaux-pères et belles-mères. Donc tout ça, c'est devenu très compliqué. Donc ça a généré quand même tout un brassage au niveau des repères familiaux et aussi des séparations, avec ces ruptures de liens affectifs qui sont assez importantes et qui probablement sont dommageables pour les générations des enfants en fait. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais vous parler de la place du père, parce que c'est aussi un sujet ça. La place du père a particulièrement évolué. Lui, il était considéré au cours du siècle dernier comme étant le chef de famille. Donc il avait une forte autorité, c'était le représentant de l'autorité dans la famille. Il décidait de tout et il était le seul à aller travailler et finalement personne ne contestait son autorité, tant au niveau des lois que des mœurs. Et donc il y avait toute cette dynamique patriarcale qui était très attachée à ce modèle familial, à la fois clanique et nucléaire. Mais petit à petit, donc finalement, les mentalités ont changé et les lois aussi. Et du coup, avec les femmes qui ont pris de plus en plus d'indépendance et qui ont eu besoin de se détacher de leur mari, elles sont allées travailler et elles ont petit à petit imposé un nouveau modèle à la société et donc aux lois de la société qui ont dû s'adapter à ce changement. Donc là, le père, lui, il vit une transformation de son rôle très rapidement. Il y a eu pour les hommes un grand remaniement qui les a menés dans une place un peu floue, qu'ils ont encore du mal aujourd'hui à trouver, en fait, quelle est leur place dans le modèle familial qui est aujourd'hui. Donc, en 1970, l'autorité paternelle est remplacée par l'autorité parentale. Mais cette autorité parentale, elle ne concernait que les couples mariés, parce qu'à cette époque, quand il y avait un divorce, l'autorité revenait automatiquement au père. Et puis, en fait, c'est qu'en 1987 que cette loi a changé
et donc que même en cas de divorce, l'autorité parentale a été partagée entre le père et la mère. Et donc à ce moment-là, à partir de 1987, tous les deux, ils ont pu exercer l'autorité parentale chacun de leur côté. Et ensuite, donc avec l'évolution des divorces, les lois ont commencé petit à petit à évoluer aussi. Donc parce qu'il y a eu de plus en plus de couples qui se sont séparés, de jugements, et s'est posé la question des gardes des enfants. Alors au début, la garde des enfants était donnée aux mamans et le père prenait les enfants souvent le week-end contre une pension alimentaire. Mais petit à petit, la loi a changé et maintenant elle demande la garde partagée qui est devenue obligatoire. Donc la loi française demande au papa de prendre autant en charge de son enfant que la maman. Donc l'enfant doit pouvoir être élevé à la fois par son père et par sa mère. Voilà. Et puis il y a eu une nouvelle loi qui a permis aux parents d'accoler le nom du père et de la mère à côté pour que l'enfant ait autant le nom du père et de la mère. Voilà, donc on voit que l'évolution de la place du père a quand même été importante et ça a généré un grand remaniement pour les hommes et une grande perte de repères avec une transition, une demande d'adaptation qui n'a pas été simple pour eux. Parce qu'ils n'avaient aucun repère par rapport à leur propre père, en fait. Ils ont dû tout réinventer en lien avec la réaction des femmes. Et ça n'a pas été simple pour eux. Et on en est encore aujourd'hui à des hommes qui essayent de trouver des nouveaux repères dans le modèle familial actuel. Voilà pour les hommes. Maintenant, si on regarde l'évolution de la femme, bon, on sait qu'elle a énormément évolué le dernier siècle. Donc, en 1907, la femme est autorisée à disposer de son salaire. 1907. Avant, elle donnait son salaire à son mari. En 1946, elle obtient le droit de vote. Bon, après, on arrive à ces fameuses années 1960, et donc c'est qu'en 1965 qu'elle a le droit de travailler sans l'accord de son mari. Donc finalement, il y a pas si longtemps, cette histoire-là de travailler sans l'accord de son mari, 1965. Et 10 ans après, en 1975, elle a le droit de résider ailleurs qu'au domicile conjugal. Donc on voit que c'est récent quand même, toute cette libération des droits pour les femmes. Donc on continue notre évolution. 1975, elle a le droit de résider ailleurs qu'au domicile conjugal. Et en 1984, 9 ans après, la notion de chef de famille a totalement disparu. Donc, grâce à l'évolution de ces lois françaises, les femmes, elles ont pu prendre de plus en plus d'indépendance au sein de leur famille, tant dans l'éducation de leurs enfants qu'au niveau finalement économique. Donc la femme, elle a réussi à acquérir des droits, elle est allée travailler petit à petit, elle a été diplômée et donc elle a pu rejoindre massivement le monde du travail. Et donc, on va dire, dans ce couple moderne d'aujourd'hui, la femme travaille autant que l'homme, ce qui a changé toutes les tâches et les réorganisations des tâches au sein du couple. Alors oui et non, ce n'est pas tout à fait vrai partout. Il y a encore le modèle où la femme travaille et encore la femme s'occupe des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. C'est encore très prégnant. Et ça va amener à des burn-out parentales. On va en parler dans une prochaine audio du burn-out parental. Et il y a 2 fois plus de femmes qui font des burn-out parentales que les hommes. Parce que finalement, le modèle sociétal et les répartitions des tâches n'a pas évolué dans tous les couples. Et il y a des femmes qui ont 2 fois plus finalement de charge de travail qu'avant. Avec ce qu'on appelle la charge mentale de la femme, qui est finalement, ce qui a piégé la femme, c'est qu'elle a voulu l'égalité des droits avec les hommes. Elle est allée travailler dans les entreprises, mais dans des entreprises qui s'étaient organisées à la façon des hommes. Et donc, elle a dû s'adapter, se masculiniser, s'adapter à la façon de fonctionner des hommes. Or, le cerveau, au niveau neurologique de la femme, ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'un homme. Un homme, il fonctionne de manière focale. C'est comme s'il mettait tout dans des cases. Et la femme, elle fonctionne de manière globale. C'est comme si elle mettait tout dans un même sac et elle est multitâche. Elle pense à tout en même temps.
Et ça va générer chez la femme ce qu'on appelle la charge mentale et les burn-out, et les maladies, les burn-out parentales et aussi les problèmes de couple. Parce que la femme, elle doit devenir un homme dans son entreprise et donc de répondre aux tâches, aux monotâches qu'on lui demande de faire, souvent. Elle va s'adapter très bien et elle va se masculiniser et elle va pouvoir devenir ingénieure, prendre des postes importants et travailler comme les hommes, mais elle va finalement trahir son féminin et sa biologie, sa façon de fonctionner, et en se suradaptant, elle va s'épuiser. Quand elle revient à la maison, bah, elle a besoin de reprendre son rôle de femme et de maman, et automatiquement, elle va devenir multitâche, elle va fonctionner à sa façon, là où son mari ou son compagnon, quand il rentre du travail, lui, continue à être monotâche, et donc il ne voit pas. Elle a une vue globale de tout ce qu'il faut faire, et elle fait un peu tout en même temps, et lui, là-dedans, il la voit faire plein de choses, elle lui demande rien, lui, il est monotâche et comme ça, la femme, elle a l'impression que l'homme fait 2 fois moins de travail qu'elle à la maison parce qu'elle a l'impression qu'il faut qu'elle lui demande de faire des choses pour qu'il fasse des choses. Et c'est une réalité parce que naturellement, au niveau neurologique, l'homme a une vision moins globale et donc il va avoir tendance à attendre que sa femme lui dise de faire les choses. Il va faire une tâche après l'autre. On observe, entre parenthèses, par rapport à cette charge mentale chez la femme, que même si l'homme, finalement, il y a une organisation dans le couple où il s'organise pour se partager les tâches, mais ça ne va pas alléger la charge mentale de la femme parce qu'elle continue à prendre en charge dans sa tête la tâche de l'homme. C'est-à-dire, si elle dit à l'homme, toi, tu passes la serpillière et puis l'aspirateur et moi, je fais la vaisselle, par exemple, eh bien, elle va continuer à faire la vaisselle tout en ayant un œil sur l'aspirateur parce que elle a vu qu'il y avait de la poussière derrière le meuble. Elle veut lui dire il faut que tu passes derrière le meuble, chérie, parce qu'il y a de la poussière. D'accord, oui, oui. Ah oui, puis aussi, si tu peux passer un coup sur les chaises, là, j'ai vu qu'il y avait des cheveux. D'accord, oui. Et elle va continuer comme ça à prendre en charge ce que fait l'homme, ce qui est très désagréable pour lui. Mais effectivement, il ne va pas passer l'aspirateur comme elle le veut parce que lui, il ne va pas forcément voir les cheveux et la poussière. Et on s'aperçoit que même par exemple, si son compagnon lui dit écoute, c'est moi qui vais chercher les enfants, t'inquiète pas, eh bien, elle va continuer dans sa charge mentale à bien se dire est-ce qu'il est bien passé à aller prendre les enfants, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'a pas oublié, est-ce qu'il n'est pas en retard. Et finalement, la charge mentale des femmes ne va pas diminuer. Donc finalement, cette question d'organisation des tâches à la maison, c'est un vrai sujet de couple aujourd'hui parce que les hommes et les femmes étant différents, et il faut absolument soulager le stress qu'ont les femmes. Probablement que les femmes s'adaptent encore trop à une organisation masculine au travail et que la société n'a pas réorganisé le travail dans les entreprises à la façon des femmes. Et donc, on ne voit pas des femmes politiques qui sont féminines, on voit des femmes politiques qui sont masculines. On voit des femmes chefs d'entreprise qui sont très masculines. Et donc, ça continue à tirer dans le naturel et à mettre des charges, des pressions, à faire des burn-out. Et on est dans un modèle sociétal qui épuise les femmes. Et en revendiquant leurs droits, elles n'ont pas forcément gagné non plus. C'est bien d'avoir revendiqué ces droits. Mais il y a le côté opposé, j'ai envie de dire, de la pièce de monnaie, c'est qu'elles se sont donner encore plus de travail, pas forcément plus de reconnaissance. Et elles en arrivent aujourd'hui pas forcément à être plus heureuses. Elles sont complètement épuisées, elles ne se sentent pas comprises. Elles ont l'impression de tout faire à la maison. Et on arrive donc à ces fameux burn-out parental ou burn-out au travail qu'on observe 2 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Donc aujourd'hui, on peut dire que les femmes sont encore en difficulté dans notre société. La société, le mouvement féministe des femmes est un mouvement qui a amplifié le masculin chez les femmes et qui n'a pas donné plus de féminin à la société. C'est pas vrai. Les femmes ont encore besoin de développer leur côté féminin et la société de se réorganiser aussi sur un modèle beaucoup plus équilibré féminin-masculin. Et non pas dans la parité homme-femme. C'est pas ça, puisqu'on va demander aux femmes de devenir finalement masculines dans un modèle entrepreneurial qui s'est vraiment construit sous le modèle des hommes, en fait. Aujourd'hui, on a besoin que la société change et qu'elle ait un fonctionnement à la fois masculin et féminin dans un équilibre sain, mais ce n'est pas encore du tout le cas. Donc, si on est dans notre foyer, là,
dans ce foyer d'aujourd'hui où l'organisation des tâches au sein de cette famille est toujours assez difficile et contraignante pour la femme, stressante, ça va donner des tensions dans le couple, la femme est fatiguée, en plus elle a une activité professionnelle avec aussi des pressions professionnelles et donc elle a à charge ses tâches familiales, ses tâches professionnelles et l'éducation des enfants. Et finalement, aujourd'hui, on retrouve des femmes qui préfèrent se séparer et vivre en garde alternée pour avoir une semaine sur deux, une semaine où elles prennent en charge les enfants et une semaine où elles peuvent se ressourcer. Et donc, on en est là. C'est souvent les femmes qui demandent la séparation. Et on a de plus en plus de femmes célibataires, de familles monoparentales, parce que les femmes s'y retrouvent beaucoup plus comme ça. Pour elles, c'est souvent plus compliqué d'être en couple que d'être seule. Et les hommes ne comprennent pas, ne voient pas que les femmes vont craquer, ils sont étonnés et ne s'en rendent pas compte. Et quand les femmes demandent à se séparer, souvent les hommes sont très étonnés. Alors ils veulent démarrer, ils veulent rectifier le tir, mais c'est souvent trop tard. Pourtant, les femmes ont averti, mais ils n'ont pas compris parce que l'homme et la femme n'ont pas le même langage. Et l'homme n'avait pas mesuré le degré de souffrance de sa femme, peut-être parce qu'elle n'a pas su le lui dire comme il faut, pour que lui le comprenne. Bon, donc dans l'égalité homme-femme aujourd'hui, c'est pas toujours atteint, en termes d'égalité dans la différence, j'ai envie de dire, différence de fonctionnement, de comprendre comment on va s'harmoniser plutôt que s'organiser. L'organisation, c'est quelque chose de masculin, l'harmonisation, c'est quelque chose de féminin, et quand on parle d'harmonisation, personne ne sait de quoi on parle. C'est pourtant la spécificité du féminin. On retrouve encore un peu de discrimination à l'embauche, parfois encore des femmes qui sont moins bien payées que les hommes, parfois des hommes qui sont encore souvent engagés en priorité par rapport aux femmes. C'est souvent lié au congé maternité des femmes, au congé supplémentaire aussi pour les enfants malades, et puis aussi dans l'idée, qui reste encore l'idée que les femmes sont moins productives que les hommes et donc moins compétentes. Voilà, donc là je vais vous présenter le mouvement féministe qui a soutenu toute cette évolution. Et ce mouvement féministe, aujourd'hui, il perdure, il est toujours là. Il a pris de l'évolution, il a fonctionné par vagues. Alors, c'est un mouvement pluriel, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mouvements en un. Donc d'abord, celui des femmes qui ont commencé à militer pour l'égalité des droits juridiques, des droits politiques, des droits sociaux et des droits économiques entre les hommes et les femmes. Donc droits juridiques devant la loi, droits politiques en politique, droits sociaux, les salaires, etc. Droits économiques, c'est les salaires. Droits sociaux, c'est par exemple l'égalité de la parentalité, l'autorité parentale, par exemple. Et donc ce mouvement, c'était comme un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits de la femme au sein de la société. Amélioration et extension du rôle et des droits de la femme dans la société. Et puis, il y a eu plusieurs vagues. Donc, ça a démarré comme ça, puis il y a eu plusieurs vagues. Donc, la première vague, ça a été pour lutter pour la reconnaissance des droits civiques. Et elle a eu lieu à peu près au milieu du 19e siècle. En partant du constat qu'en 1948, les femmes n'avaient aucun droit civil, en fait. Elles n'avaient pas le droit de vote, ni le droit de propriété, et elles ne pouvaient pas non plus participer à l'élaboration des lois. Et donc, le mouvement est parti d'Angleterre, de femmes qu'on appelait les suffragettes. C'est les femmes qui ont combattu en Angleterre pour avoir le droit de vote. Et ce mouvement s'est propagé en France en 1940. Et en 1944, les femmes françaises ont obtenu le droit de vote. Et après, il y a eu cette deuxième vague féministe qui a été, cette fois-ci, pour lutter contre le patriarcat. Et celle-ci, elle a débuté dans les années 60. Donc, où de nombreuses femmes entendent renverser cette oppression patriarcale
Donc, elles revendiquent pour l'égalité sociale, l'égalité des salaires, du droit à avoir un compte bancaire. Elles vont lutter pour obtenir le droit des femmes à disposer de leur corps et donc aussi à contrôler leur utérus et la médicalisation autour du contrôle des naissances. Et puis, il y a eu toute une médiatisation autour des violences patriarcales, des violences conjugales. Donc ça, c'était la deuxième vague, qui était donc dans les années 1960. Et puis ensuite, il y a eu la troisième vague féministe, qui là était pour lutter pour les libertés. Donc on est aux alentours des années 1990. Et c'est là où les femmes revendiquent leurs différences, la liberté dans leurs différences en termes de culture, d'origine, de genre, d'orientation sexuelle. Donc là, ce mouvement va embarquer avec elle le mouvement des homosexuels, LGBT. Et puis ensuite, il va y avoir cette quatrième vague qui est arrivée dans les années 2002 à 2010, la vague pour lutter donc avec, vous savez, les nouveaux modes de communication. Donc, elle a démarré cette vague grâce aux moyens de communication modernes et donc à l'essor des réseaux sociaux. Cette vague, elle va dénoncer par les réseaux sociaux les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Et donc, on va voir apparaître dans cette quatrième vague des revendications du jeu, vous savez, jeu, le jeu, mi. La femme, elle va pouvoir se nommer elle-même et va pouvoir déposer ses témoignages personnels. MeToo, moi aussi. Témoignages personnels sur les réseaux sociaux, qui va viser à sensibiliser les jeunes générations et à déconstruire les stéréotypes du genre et à créer de nouveaux modes d'expression et de nouvelles identités. Donc on a vu en France émerger le collectif MeToo. Et ces mouvements-là, donc on les a vus aussi émerger dans les autres pays. Ils vont aussi, entre autres, dénoncer le féminicide, le fait de tuer les femmes, que les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Et on va s'apercevoir que le féminicide est encore très présent en France, le fait de tuer des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et elles vont dénoncer toutes les violences extrêmes qu'elles vivent au quotidien grâce aux réseaux sociaux et donc à ce fameux mouvement MeToo. C'est là qu'il va donc y avoir une extension de tout le mouvement sur l'identité du genre, parce qu'elles vont dénoncer les violences extrêmes de genre. Et donc, il y a toute une arrivée d'une nouvelle génération militante suite à ce mouvement MeToo qui continue à faire débat dans la société aujourd'hui, qui continue à dénoncer les violences sexuelles que certaines femmes subissent. Donc, ce mouvement des féministes est toujours en cours, en évolution, en ébullition. Et avec lui, il a embarqué le mouvement du non-genré, et je vais vous en parler dans le prochain audio. Et dans la prochaine audio, j'en parlerai un petit peu. Mais surtout, je vais vous en parler, je ferai un audio bonus spécialement sur l'identité du genre pour étudier ensemble comment un mouvement comme ça, qui est au démarrage et quelque chose qui est vivifiant, peut finalement, dans son extrémité, pourrait devenir mortifère. Voilà, donc on peut constater que nous n'avons toujours pas fini de lutter pour la reconnaissance des femmes et c'est en cours. Donc il y aura peut-être d'autres vagues dans le mouvement féministe. Alors ce mouvement féministe, il est assez controversé par les femmes elles-mêmes, parce qu'il y a des femmes qui ne se reconnaissent pas. Alors, bien sûr, qui se reconnaissent dans le démarrage des mouvements féministes, mais pas dans l'ampleur que ça prend ensuite, et qui dénoncent le fait que les mouvements féministes, finalement, masculinalisent les femmes, c'est-à-dire les femmes vont se dresser dans leur masculin et devenir des femmes masculins, et qui vont finalement générer assez de violence et devenir elles-mêmes ce qu'elles dénoncent, finalement, dans des violences du masculin. C'est vrai que quand on en discute avec les hommes, certains hommes dénoncent l'excès des mouvements féministes et ne comprennent pas certaines choses. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité qui bouscule les hommes et les femmes.
qui demanderait à avoir beaucoup d'écoute des hommes et des femmes et des hommes aujourd'hui parce qu'ils sont bousculés. Par exemple, dans les entreprises, un homme ne peut plus recevoir une femme si c'est son supérieur hiérarchique en fermant la porte parce qu'elle pourrait, la femme, le dénoncer pour harcèlement sexuel. Si un homme se retrouve seul dans l'ascenseur avec une femme et qu'elle est un peu tordue, elle peut derrière dire qu'il a essayé de lui faire des attouchements dans l'ascenseur. Donc on arrive à, on arrive à des aberrations qui ne sont pas simples pour personne. Et il y a des hommes qui vivent très mal parce qu'ils se sentent accusés de violences qu'ils ne commettent pas. Et donc il y a une agressivité, un rapport de force qui se fait entre les hommes et le mouvement des féministes, et pas les femmes. Il ne faut pas confondre ça. Et les femmes qui prônent le féminin sont parfois considérées comme des féministes, mais elles ne le sont pas. Les femmes qui prônent le féminin, bien sûr qu'elles prônent l'égalité des sexes, etc., des droits, etc., mais surtout, elles vont revendiquer la différence, revendiquer leur droit à être des femmes, c'est-à-dire avoir du féminin et à expliquer leurs différences de fonctionnement et vouloir amener beaucoup plus de féminin dans la société. Et les qualités du féminin, c'est ce qui manque à la société. L'harmonisation, la compassion, la douceur, l'écoute, l'accueil. Et puis il y a d'autres aspects aussi qui peuvent être vus comme plus négatifs, comme d'autres choses qu'on découvrira ensemble dans les prochaines lunes du féminin, puisqu'on a encore 6 mois pour étudier le côté féminin de notre roue chamanique. Voilà, on va finir cet audio. Une fois qu'on a parlé des pères, des mères, on va parler des enfants. Donc, comment ils évoluent les enfants? Donc, eux, on se souvient, ils y partent de la famille clanique. Et le rôle des enfants dans la famille clanique, c'était de récupérer l'entreprise familiale. Et donc, vraiment, avant, ils n'allaient pas à l'école. Ils travaillaient très tôt dans l'entreprise familiale. Ensuite, ils sont allés à l'école jusqu'à un certain niveau. Puis ensuite, on les a employés dans les entreprises ou dans les usines, plutôt pour les faire travailler, et même dans les mines. Et c'était intéressant d'employer les enfants parce qu'ils ont des petites mains et ils pouvaient faire du travail très minutieux. Et ils amenaient 3 francs 6 sous à la famille. Donc, la condition de l'enfant dans la famille clanique n'était pas forcément évidente. Les films en parlaient, où on ne voulait pas forcément que l'enfant continue son éducation à l'école parce qu'il fallait qu'il aille travailler pour amener des sous à la famille. Et puis ensuite, il y a eu le droit des enfants à la scolarisation et la protection des enfants. Et donc, l'enfant est allé à l'école. Donc, c'est vrai que la condition de l'enfant va quand même vivre une évolution positive dans le statut de la famille nucléaire. Et dans la famille nucléaire, la famille va prendre soin de l'enfant, la mère va rester à la maison pour s'occuper des enfants, et les enfants vont à l'école. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y a donc la gestation des naissances, et donc il y aura moins de familles nombreuses, avec des familles où il n'y a plus que 1 ou 2 ou 3 enfants. Et donc, les familles vont se concentrer sur les enfants. Et va commencer à s'organiser autour d'eux. Et on va voir que là aussi, il y a une évolution dans la société du rôle de l'enfant. Donc, l'éducation nationale va s'en emparer, va prioriser, réorganiser l'école autour de l'éducation des enfants. Bon, ça, c'est pour les conditions de l'enfant par rapport à son éducation. Maintenant, dans les familles, l'enfant est passé de familles nombreuses à des familles soit monoparentales, soit enfants uniques, soit où il y avait peu d'enfants, donc 1 ou 2 ou 3, soit avec des demi-frères et des demi-sœurs. Et donc, petit à petit, les enfants ont cumulé le fait d'avoir des parents séparés, en garde alternée, et aussi d'avoir des beaux-parents, et parfois d'avoir des beaux-parents qui changent régulièrement. Donc là aussi, il y a eu tout un remaniement chez les enfants qui deviennent maintenant les jeunes générations d'aujourd'hui. Au niveau affectif, au niveau attachement, qui vont eux-mêmes générer les couples d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui. On se souvient aussi que l'enfant est devenu un objet de désir dans cette famille nucléaire. Et la préoccupation de la famille, c'était d'avoir un enfant, finalement, c'est devenu comme un objet, jusqu'au point de maîtriser sa naissance et de maîtriser jusqu'à faire des fécondations in vitro ou des gestations pour autrui, etc. Donc, la place de l'enfant dans la famille est devenue centrale.
Il est devenu un objet de désir et finalement est apparu ce qu'on appelle la naissance de l'enfant roi. C'est quoi l'enfant roi? C'est qu'il est le centre de la famille et il le revendique lui aussi. Il revendique ses désirs haut et fort. Ce qui va générer des questionnements dans l'éducation, ce qu'on va appeler la parentalité positive, toute une psychologie qui va s'éveiller autour de la notion de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, la psychologie positive qui va arriver, de mon point de vue, à un échec familial. Aujourd'hui, on est dans ce constat des burn-out parentales qui est vraiment lié aussi à tout ça et je vous ferai un audio bonus que sur le burn-out parental prochainement. Voilà, donc on peut dire que cette évolution de la famille aujourd'hui, du rôle des différentes structures familiales, on voit qu'il y a une évolution des hommes, des femmes, des enfants, et qu'aujourd'hui on est toujours sur un nouveau courant familial qui est en évolution, et on est donc dans cette nouvelle ère du couple, de la famille, qui est finalement reliée à cette recherche de toujours plus de liberté, toujours plus d'individualité, d'autonomie, d'épanouissement personnel. Et donc ce mouvement de liberté, il était parti, vous vous souvenez, de mai 68. Hein. Il y avait eu donc cette révolte des jeunes en mai 68, qui revendiquait les libertés. Et donc il y a eu là une évolution de la morale, où finalement les jeunes ont fait exploser les lois de la morale, de la religion, ces lois qui régissaient la notion de l'amour, du couple, de la sexualité. Ils ont revendiqué une liberté du couple, une liberté sexuelle. On a vu arriver à ce moment-là un peu des générations un peu hippies qui se sont cherchées dans une forme de liberté amoureuse, de liberté sexuelle. Et de recherche spirituelle autour de la notion de la liberté, de l'amour, de la liberté, de l'amour. Et donc, il y a eu tout un mouvement, donc ils se sont affranchis des religions, ils ont cherché, il y a eu tout un mouvement de recherche du bien-être, et ils se sont mis à rechercher dans les spiritualités des autres cultures, un petit peu des choses du bien-être. Ils ont pris par-ci la méditation, par-là, certains chants mantras, par-ci du yoga, par-là des pratiques chamaniques, etc. Est arrivé aussi en parallèle dans la société ce fameux mouvement New Age, qui est un mouvement spirituel qui a été issu de ces générations après mai 68, un peu hippie, où on a eu envie de prendre des petits bouts, de faire des petits bouts de choses qui nous intéressaient à gauche et à droite dans les courants spirituels des cultures environnantes, et d'en faire une grande salade composée, pour finalement consommer du plaisir et non plus finalement se confronter à la réalité de la vie, à la souffrance, à ces étapes initiatiques que la vie nous propose, à des moments de nous confronter à notre ego, à notre façon de fonctionner, à ces grands questionnements finalement qu'on se pose dans cette roue chamanique. Et donc, dans ce mouvement New Age est apparu ce mouvement du bien-être, où on en est aujourd'hui, qui est devenu une véritable forme, de mon point de vue, religion, qui reprend les mêmes aspects négatifs des autres religions, avec des pensées uniques, du bien-faire, des règles à respecter, du jugement de ceux qui ne respectent pas les règles, du bien, il y a le camp du bien, le camp du mal, avec une distanciation de la société comme elle est aujourd'hui, en revendiquant plus de liberté dans une société qui est de plus en plus liberticide. Et tout ça, ça fait tout un magma qui est à la fois positif et négatif, tout un boulgui-boulga, une confusion de choses. Entre les couples, la sexualité, la spiritualité, les enfants, la parentalité, et tout, et tout, et tout. On en est là dans notre société aujourd'hui, et va arriver dans tout ça la notion du polyamour en France. Ça, c'est arrivé à peu près aux alentours des années 90. Alors, c'est quoi cette notion du polyamour? Alors, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, peut-être que vous connaissez, mais c'est une notion qui prend de plus en plus
l'ampleur dans les milieux New Age, dans tous ces couples et ces espaces des personnes qui veulent de plus en plus de bien-être et qui recherchent leur bien-être, on voit apparaître la notion du polyamour qui va s'opposer à la monogamie. Donc, comment se définit le polyamour? Il se définit comme non monogame. Donc, il n'y a plus de... On n'a plus un seul compagnon, quoi. C'est un mouvement qui se définit éthique, donc on n'est pas dans on fait n'importe quoi et n'importe qui, et consensuel, c'est-à-dire qu'il y a un accord consensuel de tous les partenaires. Donc je vais essayer de vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est le polyamour, parce qu'on en trouve de plus en plus, ça se répand de plus en plus, et quand on est thérapeute et thérapeute de couple, c'est des notions qu'on rencontre de plus en plus au cabinet. Donc dans le polyamour, la notion éthique est importante. Donc ils se définissent comme ni échangistes ni libertins, mais ce sont des personnes qui revendiquent la possibilité d'être épris de plusieurs personnes, d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps, ouvertement et honnêtement. Alors, il faut savoir que la notion du polyamour, c'est en fait un concept français qui nous vient d'un philosophe utopiste qui s'appelait Charles Fourier, qui avait théorisé sur le concept d'amour multiple au début des années 1800, donc c'est loin. Donc, les personnes qui se revendiquent du polyamour, elles revendiquent la notion de non-exclusivité dans leur vie sentimentale et la notion de vie sentimentale. Donc, le couple est toujours important, mais ils revendiquent le fait d'avoir plusieurs personnes en même temps et donc d'avoir plusieurs partenaires dans un amour multiple, mais il n'implique pas forcément la dimension sexuelle. Donc on peut être en couple avec quelqu'un sans avoir forcément de relation sexuelle. Et donc il se dissocie complètement du libertinage. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de notion d'adultère. Les partenaires dans le polyamour ne se trompent pas, car ils se connaissent, ils se respectent, ils connaissent l'existence des autres personnes. Donc c'est vraiment un schéma de couple encore très différent. Donc ce n'est pas non plus de la polygamie. Dans le cas de la polygamie, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une seule personne au sein du couple qui vit avec plusieurs personnes en même temps. Donc c'est souvent un homme qui a plusieurs femmes. Mais dans le polyamour, en fait, tous les partenaires de la relation peuvent entretenir une ou plusieurs relations avec d'autres personnes de manière assumée, voire organisée et connue de chacun. Donc, il y a des communautés de polyamour qui se sont créées. Voilà, c'est en évolution actuellement. Donc, avec cette notion de couple qui a évolué, de polyamour, on a vu aussi arriver la notion de trouble, comment on dit? Trouble, c'est-à-dire être un couple à trois. Voilà, donc si vous ne suivez pas ce qui se passe dans la société, je vous apprends des choses. Il faut se tenir à la page parce que ça va très vite. Et donc, il y a même un vocabulaire qui avance avec tout ça. Donc, dans la polyamour, il y a tout un vocabulaire spécifique qui s'est mis en place. Donc, par exemple, il y a la notion de la relation primaire. Donc, c'est l'essentiel, la principale. Et puis, les relations secondaires du polyamour. Et puis, on va voir apparaître le mot métamour, qui est le partenaire amoureux, c'est le métamour. On va voir apparaître le mot du polysaturé. C'est le polyamoureux qui n'est plus disponible. Il en a trop autour de lui, il n'en veut pas plus. Moi, je m'amuse un peu là, mais c'est un peu ça. On va parler aussi de polycule, qui est le groupe formé par tous les polyamoureux, donc tous les partenaires, le partenaire et ses amoureux et ses partenaires. Et on va parler aussi donc de couple polyamoureux et de couple exclusif, en opposition au couple polyamoureux. Un couple exclusif, c'est un couple qui n'a pas plusieurs partenaires. Donc cette notion de polyamour repose sur des principes de la non-exclusivité. Chaque personne impliquée dans la relation est libre de prendre l'orientation relationnelle qu'il ou qu'elle souhaite.
Autrement dit, cette personne-là peut avoir une relation avec une ou plusieurs personnes si elle veut, une seule ou plusieurs comme elle veut, sans qu'il n'y ait de jalousie ou de culpabilité des autres partenaires. Donc la non-exclusivité, c'est un des principes premiers. Le deuxième principe, c'est l'honnêteté, donc exclusivité, honnêteté. Chaque personne de la relation doit être honnête sur ses relations amoureuses qu'elle entretient avec les autres. Et donc tout est dit et tout est mis à plat. Le troisième principe, c'est la bonne communication. Il est important de bien communiquer sur ce que l'on cherche avant d'entamer une relation polyamoureuse. Donc, de communiquer. Donc, souvent, le polyamour part d'un couple, on va dire, exclusif. Et donc, ils vont communiquer en disant, on aimerait bien évoluer dans le polyamour. Et qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut? Ils vont essayer de bien définir leur nouvelle relation en toute honnêteté et sans exclusivité, et se mettre d'accord pour avancer donc vers ce polyamour. Il y a un quatrième principe qui est le principe de l'ouverture de l'esprit, ouverture d'esprit. Donc les polyamoureux revendiquent pour avoir une vision non restreinte de l'amour et de la sexualité. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les principes de base de cette nouvelle façon d'être en couple. En réalité, c'est un modèle qui se cherche, qui n'est pas évident, qui génère aussi son lot de souffrance. D'abord, ça demande vraiment de s'affranchir de la culpabilité, ce qui est bien dans l'idée, mais qui n'est pas évident du tout. De la jalousie, et là aussi c'est une autre paire de manches, c'est pas simple. Il parle aussi de la notion de compersion, c'est-à-dire d'être heureux du bonheur de l'autre, même si l'on n'en est pas responsable. Donc, je me réjouis, chérie, que tu aies une autre compagne, une amoureuse que moi, parce que ça te rend heureux, même si c'est pas moi qui te rend heureux. Et c'est pas forcément évident, ça à vivre. Et donc finalement, le défi du polyamour, une fois les hormones passées, là, les hormones de bonheur, là, c'est d'éviter la souffrance. On les voit arriver au cabinet à ce moment-là. Ils sont en souffrance, comme tous les couples, hein, parce qu'il y a eu la première année, ou les 2 premières années, ou les 3 premières années d'hormones de bonheur. Et à un moment, la souffrance arrive de l'un ou de l'autre. Et comment on peut être dans un couple polyamoureux en évitant de se faire souffrir? Eh bien, ça demande un gros travail sur soi, beaucoup d'attention, de discussion. Bon, donc c'est un chemin encore initiatique. Ils essayent de dépasser la notion de possession, de dévotion de l'objet amoureux. Bon, alors tout ça est en émergence, on l'observe, on peut en discuter. On s'aperçoit que finalement, dans les gens qui viennent consulter, en tout cas pour des difficultés dans le polyamour, on s'aperçoit que dans ce modèle d'amour, finalement, c'est leur propre blessure d'amour qu'ils évitent, hein, et donc ils vont se les reprendre en pleine figure à un moment. Ce qu'ils essayent de faire en diffractant comme ça le couple, c'est d'éviter cette symbiose vécue comme dangereuse au sein d'un même couple. Mais en même temps, ils limitent tout ce qui fait le bonheur d'une relation conjugale et ses étapes initiatiques. Et ils évitent la densité, le degré d'invasion de l'un et l'autre, de dépendance. Et tout ça, ça se travaille au sein même d'un couple. Donc, ils évitent ça. Et dans le polyamour, ils arrivent à diluer tout ça. Mais finalement, ceux qui prônent le polyamour disent qu'ils s'en sortent assez bien, ils se sentent plus proches de leurs désirs, moins envahis par ceux de leurs compagnons. Mais néanmoins, ils vivent aussi d'autres choses, d'autres challenges, des passages difficiles. Ils vivent des concurrences insupportables avec les nouveaux venus, la peur que leur partenaire devienne monogame avec un autre, la souffrance de se sentir exclu d'un système. Tout un éventail de peurs qui est amené là à être travaillé. On va s'apercevoir que dans ce modèle-là, donc d'avoir plusieurs partenaires, finalement la charge d'investissement psychique, affective et amoureuse va être réduite. Donc il y a moins de conflits, parce que quand un il me saoule, je vais voir l'autre. Hein. La désillusion et le deuil de l'objet amoureux en cas de rupture est plus facile, hein, parce que j'ai mes autres partenaires, donc je suis plus fixée sur un seul, donc j'ai moins mal.
On observe que les relations évoluent avec fluidité, sans exiger de définition stricte. Ça veut dire, voilà, par exemple, un ami peut se rapprocher à un moment. Vous avez un ami, il se rapproche, il est un de vos polyamoureux, puis il peut reprendre sa distance. C'est OK. S'il a besoin de recul, il peut se replier aussi sur un autre, prendre du temps. Voilà, il y a une grosse limite à ça. Ben, on va retrouver dans le polyamour les Don Juan, ces fameux hommes souvent qui multiplient leurs conquêtes et qui ne jouent pas du tout le jeu du polyamour. On voit aussi que le polyamour attire les personnalités fragiles narcissiquement et que ça peut générer des conflits vraiment liés à tous les systèmes relationnels. Ça peut générer des problématiques de confiance en soi, de jalousie, des blessures de cœur. Et on voit, pour finir, des personnes qui en reviennent du polyamour et qui reviennent effectivement dans la monogamie. Voilà, c'est un mouvement qui est en évolution, qui se cherche. Moi, je vois au cabinet des femmes qui consultent pour ça. Et en les écoutant, souvent elles disent qu'elles ont dit oui au polyamour au démarrage dans leur couple pour faire finalement plaisir à leur compagnon qui avançait cette idée. Et au bout d'un an ou 2 ans, elles reviennent au cabinet pour déposer tout ça. Et elles s'aperçoivent que finalement, c'est parce qu'elles étaient dépendantes de leur homme et qu'elles avaient peur de le perdre qu'elles ont dit oui, mais qu'elles ne se sont pas respectées elles-mêmes dans cette aventure et qu'elles se sont adaptées en s'auto-persuadant que c'était un choix de couple alors que c'était un choix pour ne pas perdre leur compagnon qui évoluait dans cette relation-là de couple. Donc on peut aussi retrouver finalement la notion de l'abus de l'homme sur sa femme ou de l'abus par une forme de manipulation en disant mais il faut que tu t'ouvres, il faut que tu aies une ouverture d'esprit plus grande, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, tu es trop rétro, tu n'as pas le cœur assez large, moi je peux aimer plusieurs personnes en même temps, enfin voilà, tout le phénomène de la manipulation mentale et de la culpabilisation va se mettre en route et donc du lien toxique. Et donc certaines femmes, finalement, comprennent qu'elles se sont aussi auto-abusées dans ce modèle-là. Bref, tous les mouvements utopiques finissent toujours par la même façon. En fait, l'être humain est toujours le même, quoi qu'il fasse. Et le challenge va être toujours le même, finalement. Ça va être de dépasser sa blessure de juillet pour nous dans cette roue chamanique qu'on étudie à travers ces contes. Quoi qu'on choisisse comme modèle, à un moment, on sera face à nous-mêmes, face à nos blessures d'amour, et face à la question qu'est-ce que l'amour sacré, qu'est-ce que le couple sacré, qu'est-ce que la sexualité sacrée. Voilà, j'arrive à la fin de cet audio. Il va y avoir un troisième audio complémentaire. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées sur l'évolution du couple. Bon, je dirais que l'évolution de la famille et du couple va très vite. Et nous sommes donc dans un moment dans la société où nous sommes en perte de repères. Moi, c'est ce que j'appelle la société liquide. Il n'y a plus de contenant, il n'y a plus de cadre. Et ce modèle de société qui se veut de plus en plus libre, sexuellement, dans la morale, dans le couple, dans l'amour, est probablement aussi dans une impasse ou une espèce de fuite de l'engagement, de fuite de la responsabilité. Et donc, on revient toujours à la même chose. Où en sommes-nous sur l'amour, sur le côté sacré de l'amour? Et ces modèles de société, dans cette liberté qui se cherche, se mettre ensemble et se défaire, et changer de modèle de couple comme on veut, peut-être peut aussi générer beaucoup plus de souffrance de cœur qu'avant. C'est une question que je me pose. Et je pose aussi la question, est-ce qu'on gagne en intelligence relationnelle, en intelligence amoureuse, en intelligence de cœur? Certains disent qu'on avance. Qu'en voulant se libérer et en explorant d'autres modèles, on avance. D'autres disent que au contraire, c'est une régression, on détruit le naturel, on se détruit. C'est qu'un mouvement un peu pervers qui prêche l'inversion comme étant bien et le naturel comme étant mal. Et bien, en ce mois de juillet, je vous laisse vous poser la question à vous-même. Où en sommes-nous en société par rapport à la notion du sacré dans le couple, dans la famille, entre les hommes, entre les femmes, avec nos enfants? Où va-t-on? Et je crois que la réponse,
on n'en a pas. On est dans un mouvement trop complexe. Mais chacun a la sienne pour soi, au fond de soi, à écouter. Et donc, toujours la même chose, arriver à écouter la réponse qui est dans notre cœur et probablement le passage dans cette société en mouvement assez complexe. Voilà, merci pour votre écoute. Et il y aura un troisième audio de complément à celui-là. Et puis ensuite, je ferai les audios bonus sur le mouvement LGBT. Il y aura 3 audios bonus là-dessus. Et puis ensuite, je vous parlerai, entre autres, dans notre société, la notion du burn-out et entre autres du burn-out parental, du burn-out aussi des célibataires. Voilà, et puis après tout le reste, il y aura encore des audios bonus sur les notions de flammes jumelles, la notion des étoiles. On n'a pas fini, il y a encore plein de choses à explorer avec ce mois de juillet. C'est une énergie très très dense que nous propose l'énergie de juillet et qui est vraiment le questionnement sociétal actuel et qui me demandait pour moi beaucoup de temps pour pouvoir l'explorer dans toutes ces dimensions que je connais aujourd'hui. Merci de votre écoute, à bientôt.